3 jours avant Noël 2022, alors que Lyon scintillait sous une neige éblouissante et qu'une douce interprétation jazz d'un classique de Noël s'échappait des fenêtres des voitures qui passaient, mon monde s'est silencieusement effondré en poussière à cause d'un simple appel téléphonique. J'avais à peine franchi le seuil de mon minuscule appartement au pied de la colline de la Croix-Rousse, épuisé après un autre double service infernal à la clinique municipale. Mes doigts étaient engourdis, mon souffle encore visible dans l'air glacial. Après avoir enlevé mes bottes et retiré mon uniforme médical bleu foncé, fatigué, j'ai soupiré en voyant une petite valise près de la porte. Déjà prête, avec une écharpe vers sapin soigneusement pliée dessus et une poignée de cadeaux emballés avec soin qui attendaient patiemment à côté, chacun étant réfléchi et significatif, comme une offrande silencieuse. Je me suis souvenu de la muscade. J'avais même déniché ce caramel que ma tante adorait. J'avais encore une fois tout fait correctement, espérant que cette fois mes efforts seraient suffisants. Mon téléphone a vibré désagréablement et le nom de Julien, mon frère aîné, est apparu sur l'écran. J'ai répondu avec un sourire crispé, « Salut, Julien ». Mais au lieu de chaleur, il y avait de la prudence dans sa voix. « Salut, Léa. Juste pour que tu saches. Marine vient passer Noël cette année. » J'en ai perdu la parole. Sa nouvelle compagne, cette amatrice de vibrations sonores et de fumigation de sauge dans mon salon après une brève mention de mon travail dans un hospice. Elle est obsédée par l'harmonie émotionnelle, a-t-il dit, et l'énergie que tu rapportes de la clinique est juste trop pour elle. Alors on s'est dit que peut-être tu devrais passer ton tour cette année? Tu comprends? Rien de personnel. Mon regard s'est fixé sur la guirlande de mon sapin de Noël de seconde main, de travers, dont les lumières sont soudainement devenues ternes et sans vie. Astérisque, rien de personnel astérisque. Avant que je puisse dire un mot, le téléphone a sonné. C'était maman. Dans sa voix, il y avait le même acier glacial, recouvert d'un glaçage sucré. « Chérie, on veut juste que tout se passe bien. Tu sais à quel point Marine est sensible. Ta venue pourrait créer une atmosphère tendue. Honnêtement, si tu te pointes, on pourrait juste ne pas ouvrir la porte. » Pas de mensonge, pas de sous-entendu, juste un rejet direct et froid, présenté avec une politesse impeccable. Pas de cris, pas de larmes. Pas de supplication pour une place à table. Je suis restée là, agrippée au téléphone, et j'ai regardé les petits cadeaux, emballés avec amour avec une timide lueur d'espoir pour des personnes qui n'avaient jamais eu de place pour moi. Des personnes qui ne se souvenaient de moi que lorsque mon absence perturbait leur existence confortable. Et donc, cette année, j'ai laissé le silence parler pour moi. J'ai bougé lentement, délibérément lentement, comme si je rangeais les dernières chaises après une cérémonie lugubre que personne n'avait vue. J'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connectée à mon compte bancaire. Le paiement automatique qui couvrait la taxe foncière de mes parents a été annulé. La contribution mensuelle et silencieuse à la start-up de Julien, bloquée. L'assurance de la voiture que j'avais souscrite pour mon père l'année dernière, annulée. Pas une once de colère, juste une faim. Pendant combien d'années ai-je cru que si je donnais assez, si j'étais assez utile, si je continuais à arriver avec des tartes et à rester impassible, je mériterais une place à table. Pas seulement physiquement, émotionnellement, spirituellement. Je pensais que ma fiabilité me rendrait irremplaçable. Mais dans ce silence réconfortant, dans l'air imprégné de l'arôme de la cannelle, sous le ronronnement régulier du vieux radiateur, la vérité s'est installée comme la première neige. On ne me valorisait pas. On se servait simplement de moi, tant que j'étais utile. Dehors, les premiers flocons de neige ont commencé à tourbillonner, doux et assurés, recouvrant la ville d'un blanc silence. À travers la vitre, j'ai regardé le monde et j'ai été envahi par un sentiment étrange, presque irréel. Un soulagement, comme un poids qui s'enlevait de mes épaules. Plus besoin de se démener pour être des leurs. Plus de demandes humiliantes, plus de tentatives de plaire, plus de marches sur des œufs dans l'espoir de gagner un peu d'attention. Plus personne ne me fera me sentir étrangère, collée à une vitre froide la nuit de Noël. Je ne serai plus jamais presque assez. Il se souvenait de moi seulement quand il fallait réparer ou arranger quelque chose. Avant, je prenais ça pour acquis. Comme si certains enfants avaient droit à l'affection et aux soins, tandis que d'autres étaient nés pour être des meubles, un soutien solide, fiable et silencieux. J'étais l'aîné, l'entraînement, comme mon père aimait plaisanter lors de ses maudits pique-niques. L'enfant terrain d'essai, qui devait mériter l'amour par son utilité. Et Julien, de 5 ans mon cadet, était l'enfant prodige, le chouchou de tout le monde, le rêveur. Quand il a une fois gaspillé l'argent de son loyer pour financer sa 3e tentative d'enregistrer un album avec son groupe, on a appelé ça des ambitions. Et quand je faisais un service supplémentaire à l'hôpital, paraît-il, en faisais encore trop. Je me suis souvenu de la fois où, à 15 ans, il avait peint tout le mur du garage avec des figures abstraites.
Mes parents avaient alors admiré ça comme de l'art passionné. Leur rire sonnait comme une musique étrangère à mes oreilles. 2 jours plus tard, ma maladresse a viré à la catastrophe. Un plat à gratin tombé par terre a déclenché une avalanche de reproches sur ma négligence. Au lycée, je me souviens avoir rempli avec appréhension mon dossier CAF, le laissant bien en évidence, en surlignant l'endroit où maman devait signer. Mais elle semblait ne pas le voir, n'en disait jamais un mot. Quand je suis rentrée avec ma lettre d'admission en médecine, ce trophée tant convoité, elle y a jeté un coup d'œil distrait, en marmonnant quelque chose sur la tension insoutenable et en me mettant en garde de ne pas me perdre. Puis, elle a repris sa découpe de céleri, comme si de rien n'était. Et quand Julien a abandonné ses études pour la 3e fois, cette fois pour un podcast sur la guérison, ils étaient aux anges. Dîner de bienvenue aux chandelles et au vin, ballons, gâteaux. Même une vieille photo de Julien avec un pinceau à la main, comme une relique sacrée, trônait toujours dans l'entrée. Dans cette maison où il n'y avait pas de place pour une modeste fête de remise de diplôme pour moi, régnait une atmosphère de fierté pour un fils qui n'arrivait pas à se stabiliser depuis des années. Un jour, en fouillant dans de vieux cartons, je suis tombée sur l'un de mes carnets de croquis, à moitié remplis de dessins, gardant les souvenirs de pauses à l'hôpital, de couchers de soleil lyonnais, de mains de patients revenant à la vie. Il avait été jeté à la poubelle, enfoui sous une pile de menus à emporter et de coupons périmés. Mon cœur s'est serré douloureusement. Quand j'en ai parlé, ils ont haussé les épaules, me gratifiant d'un rire, comme pour dire « ce ne sont que des vieux papiers ». Peut-être que pour eux, c'était le cas. Peut-être que moi aussi, j'étais comme ça, un papier sans valeur. Mais je me suis obstinément frayé un chemin. Fac de médecine, internat, nuit interminable dans des salles silencieuses, là où peu de médecins restent longtemps. Des salles imprégnées de l'odeur de photos fanées, de souvenirs qui s'échappent, de regrets et de cette douleur aiguë d'être simplement oublié. C'est peut-être pour ça que j'ai choisi la gériatrie. Je me voyais dans ces coins abandonnés, dans ces personnes dont les vies semblaient avoir été jetées sur le bas-côté, et qu'on ne remarquait que quand quelque chose se cassait. À la maison, mon rôle n'a jamais changé. J'étais le havre de paix silencieux, la main invisible qui contenait les fissures qui s'étendaient. Quand le toit a fui après une chute de neige et que l'assurance a rejeté la demande, j'ai silencieusement payé les réparations. Quand Julien s'est retrouvé à nouveau sans commande et sans emploi, je lui ai viré de l'argent, sans poser de questions. Quand maman s'est à nouveau pincé le nerf sciatique et que le kiné a cessé de venir à cause d'impayés, j'ai tout pris en main. J'ai appelé, pris rendez-vous, payé, coordonné. Est-ce que je faisais ça par amour ? Ou parce que je croyais encore que l'amour est quelque chose de transactionnel, quelque chose qu'il faut mériter par des sacrifices ? Ils n'ont jamais prononcé ce simple mot, merci. Pas besoin. Dans leur monde, l'amour ne s'exhibait pas, ne se disait pas. C'était quelque chose d'acquis, comme l'air, comme la loi de la gravité. Chaque fois que je leur donnais un morceau de moi, ils le prenaient, sans y penser. Pas par méchanceté, non, juste par habitude aveugle. Sans jamais se demander ce que ça me coûtait. Pendant des années, je me suis persuadée que c'était ça, l'essence de la famille. Être invisible, mais indispensable, comme un échafaudage. Nécessaire, mais toujours dans l'ombre. Mais cette nuit fatidique, après ces appels froids comme la glace, où on m'a fait comprendre que ma présence à Noël n'était pas souhaitée, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai soudain réalisé qu'un échafaudage n'est pas censé saigner en soutenant le bâtiment qui l'érige. J'étais lasse à mourir de voir ma vie se rétrécir, se flétrir, juste pour rendre leur existence un peu plus confortable. Je me souviens de Julien, obsédé par son documentaire, qui a impulsivement acheté un nouveau jeu d'objectifs vintage et s'est rendu compte qu'il n'avait plus assez d'argent pour son billet de retour pour Thanksgiving. Et qui, sinon moi, est venu à la rescousse ? Je lui ai acheté ce fichu billet. Il m'a serré dans ses bras à la porte d'embarquement, m'a couvert de remerciements, m'a qualifié de meilleure sœur de l'univers, et une semaine plus tard, cet épisode était déjà oublié. Il s'était comme évaporé de sa mémoire, comme la brume matinale. Et à ce moment-là, j'ai compris, ça suffit. Encore un service, discrètement inscrit dans un livre de dettes invisibles dont je ne devais même pas soupçonner l'existence. Personne n'avait à demander. J'avais toujours une longueur d'avance, comme un fantôme dissous dans le mécanisme de leur vie. Je réparais, je couvrais, j'aplanissais les aspérités en silence, discrètement. Toujours nécessaire, mais jamais visible. Merci. Ce mot semblait avoir disparu de leur vocabulaire. Peut-être parce que la gratitude oblige, complique la possibilité de continuer à s'appuyer sur quelqu'un sans vergogne. Je me persuadais que c'était plus simple ainsi. La gratitude vous rend visible, et les choses visibles deviennent l'objet de jugement ou, pire encore, peuvent simplement être laissées derrière. Et voilà, je disparaissais derrière les plaques de plâtre de leur confort, je me transformais en un soutien invisible, cette poutre qui, jusqu'à présent, n'avait encore jamais craqué. Parfois,
Après d'épuisantes journées de 12 heures à l'hôpital, je m'asseyais près de la fenêtre avec une tasse de thé à la menthe et je me demandais ce que ça ferait d'être simplement vu. Pas pour ce que je peux résoudre, payer ou empêcher de s'effondrer. Juste vu. Pas comme un plan de secours, pas comme un échafaudage, mais comme Léa. Mais de telles pensées étaient un luxe interdit, des désirs dangereux. Les désirs sont pour les garçons dorés avec des carnets de croquis, pas pour les filles comme moi, empêtrées dans les logiciels fiscaux et les factures de chauffage. Je n'abandonnais pas. Chaque année, comme une fidèle factrice, je leur livrais mon célèbre pudding au pain à Noël. Et chaque fois, en les regardant se régaler, je souriais avec un visage impassible, tandis qu'ils devinaient en plaisantant qui avait créé ce miracle culinaire, comme s'il avait été apporté par le vent de Noël lui-même. Lorsque Julien avait des problèmes pour payer son loyer, je transférais silencieusement la somme nécessaire, sans demander d'explication ni de remerciement. Et lorsque mes parents, déconcertés par un tas de documents fiscaux, appelaient en panique, je restais des heures au téléphone, patiemment, ligne par ligne, pour les aider à s'y retrouver dans ce labyrinthe. Et même si mes propres impôts traînaient en une pile intacte près du réfrigérateur, attendant leur heure, je me répétais que l'amour, c'est être toujours là, être un soutien fiable, résoudre les problèmes. Je croyais qu'un jour, quand j'aurais pris sur moi suffisamment de problèmes des autres, quelqu'un finirait par se retourner et me voir sous ce fardeau. Mais me voilà dans ma minuscule cuisine, avec le téléphone encore chaud de la conversation récente, une conversation qui m'a rayé des plans de Noël parce que j'étais trop présente. Et à ce moment, je réalise l'amère vérité, ils ne me verront pas. Pas parce qu'ils s'en fichent, mais parce que je leur ai moi-même appris à faire ainsi. Je n'ai jamais demandé d'aide, je ne leur ai jamais permis de voir ma vulnérabilité. Cette nuit-là, alors que l'air était imprégné d'arômes de cannelle et que la neige tombait à l'extérieur comme si elle me pardonnait tous mes péchés, j'ai pris mon téléphone. Mais pas pour appeler et supplier. J'ai ouvert mon application bancaire. Mes doigts ont hésité au-dessus de l'écran, prêts à commencer un nouveau chapitre. J'ai doucement appuyé sur le bouton « Annuler ». Les 8 000 $ qui partaient chaque mois pour soutenir leur hypothèque se sont dissous dans l'espace numérique. Plus d'injections d'urgence de mes économies. Plus de réparations soudaines, plus d'opérations de sauvetage nocturne. Si la batterie de Julien lâche en hiver, ce sera son problème, et seulement le sien. Au début, tout semblait mécanique. Juste quelques clics. Annulation du virement automatique. Arrêt de l'autorisation de paiement. Gel du partage. Comme se brosser les dents, comme payer les factures, une routine, rien de plus. Mais à chaque clic, un étrange silence naissait au fond de moi. Pas un engourdissement, pas de l'amertume, mais une sorte de sentiment de liberté sans précédent. Comme un oiseau, auparavant languissant dans une cage, déployait à l'intérieur de moi ses ailes sèches, encore faibles. La prise de conscience que la porte de la cage était restée entr'ouverte tout ce temps m'a abasourdi. J'ai ouvert mon carnet et j'ai commencé à dresser une liste. Non pas pour m'autoflageller, mais pour voir enfin toutes ces dettes silencieuses que j'avais avalées sans dire un mot. Billets d'avion, opérations soudaines, factures impayées, voitures cassées, des dizaines de situations imprévues que j'avais seule, sans remerciements ni mots superflus, rafistolées dans les coulisses de leur vie. L'encre a coulé, brouillant les mots non pas par des larmes, mais par un voile épais de fatigue, enfin matérialisé dans ce témoignage de mon épuisement total. Qu'ils essaient ensuite de me faire passer pour une hystérique maléfique. Léa est toujours si froide. Léa est toujours tendue. Non, je n'étais pas en colère. Simplement, quand on existe si longtemps dans l'ombre, les gens ne vous remarquent que lorsque vous disparaissez. Quand tout part en vrille. Un paiement d'hypothèque manqué, c'est rien, jusqu'à ce qu'arrive l'avis d'expulsion. Un contrat d'entretien de la maison annulé, c'est une bagatelle, jusqu'à ce que les tuyaux éclatent à nouveau en janvier. Les concerts de Julien continueront à monter et à descendre comme les vagues de la mer. Mais cette fois sans assurance. Sans la sœur silencieuse, qui recoue amoureusement le tout avec ses virements et ses soins. Je n'ai fait aucun discours d'adieu. Aucune sortie théâtrale. Aucun message mystérieux sur Facebook. Je n'ai même pas dit à tante Raymonde, la seule qui m'envoyait encore des cartes touchantes écrites à la main. J'ai simplement effacé le message de Noël inachevé, plein de faux vœux de chaleur et d'amour. Je l'ai supprimé. Le petit sapin que j'avais installé dans un coin de la pièce. J'ai éteint ses lumières. Et c'est tout. Les cadeaux, amoureusement et soigneusement emballés, je les ai cachés dans le placard du couloir. Leur éclat festif me semblait désormais ridicule, pitoyable, face à ma décision. Il n'y avait pas de place pour les larmes. Pas de tristesse, seulement une clarté cristalline. L'amour ne doit pas être un bagne, un travail non rémunéré. La famille n'est pas un abonnement avec des frais cachés sournois. Pendant des décennies, j'ai essayé de mériter ce qui aurait dû être donné simplement, de droit de naissance.
Le silence n'est pas de l'amour, et l'utilité n'est pas l'appartenance. À l'autre bout de la ville, dans une maison illuminée et pleine de rire, ils s'amusaient sans moi. Et pour la première fois, je leur ai permis. Qu'ils construisent leur fête sur cette illusion qu'ils ont amoureusement bâtie pendant des années. Une illusion où je suis le problème. Où mon silence est une amertume toxique. Ma distance, une accusation non exprimée. Où je suis lourde, compliquée, et ne correspondant jamais à l'éclat de leur célébration soigneusement mise en scène. Pour la première fois, je ne suis pas venue. Et en agissant ainsi, j'ai récupéré quelque chose dont je n'avais même pas conscience d'avoir abandonné. Le matin de Noël était arrivé, doux et gris. L'horizon parisien était noyé dans la brume. La neige, comme un glaçage oublié, collait au toit des maisons. Dehors, régnait un silence cristallin qui résonnait dans mon âme. Enveloppé dans mon plaid préféré, exhalant un subtil parfum de romarin et de confort domestique, j'étais assise près de la fenêtre. Dans mes mains, une tasse de thé chaud à la cannelle et à la pomme, dont s'échappait une vapeur parfumée, comme des souvenirs fugaces. Le sapin ne scintillait pas de lumière. La playlist festive, soigneusement composée, était muette. Avant, j'essayais désespérément de combler ce vide. Les appels, les messages, tout cela appartenait au passé. Maintenant, je restais simplement dans le silence, rassemblée, immobile, entière. Les cadeaux emballés, brillants, joyeux et un peu naïfs, gisaient orphelinement dans un coin. Ils semblaient étrangers, comme appartenant à celles qui croyaient encore que les efforts garantissaient l'amour et la proximité. Mais en ce matin, il n'y avait ni chagrin, ni douleur, ni larmes. Seulement le silence. Un silence sacré, purificateur, comme un soupir tant attendu après un cri déchirant, comme de l'air frais après une tempête. Je ne soupçonnais pas le tumulte intérieur que je portais en moi, jusqu'à ce qu'il se dissipe. Le temps, ce jour-là, s'écoulait d'une manière particulière. Le midi a glissé, comme un murmure silencieux. Pas d'appel, ni le brouhaha habituel venant de la cuisine de mes parents. Pas de selfies festives de Julien et Marine avec des hashtags sirupeux sur la joie universelle. Pas de demandes Venmo insistantes pour des dépenses de vacances soudaines. Seulement le silence. Un silence profond, envahissant. Je regardais simplement par la fenêtre, sentant qu'il me guérissait lentement. Le soir s'est insinué imperceptiblement, colorant le ciel de ton pourpre et violet, et je n'arrivais toujours pas à me détacher de ces mots. Mon téléphone a vibré doucement, d'abord une fois, puis 2 fois de plus. J'ai machinalement ignoré les notifications, pensant qu'il s'agissait d'une autre correspondance professionnelle que j'avais oublié de désactiver. Mais alors, un message est apparu à l'écran. Raymonde, réponds. Tu as déjà fait assez de mal. J'ai été comme paralysée. Du mal? Quel mal? Je n'étais même pas là. Et aussitôt, le téléphone a sonné. Son nom s'est affiché sur l'écran. J'ai décroché, la voix rauque après un long silence. Que s'est-il passé? Ai-je demandé. Sa voix était empreinte d'une sorte de tendresse effrayante, comme si elle avait peur de toucher quelque chose de fragile, de brisé. Ils disent que tu as gâché Noël, a-t-elle chuchoté doucement. Mais, Léa, tu n'étais même pas là. Les mots se sont abattus sur moi comme une douche glacée. J'ai cligné des yeux à plusieurs reprises, essayant de comprendre ce que j'entendais. Comment pouvait-on gâcher une fête à laquelle on n'était même pas invité? Elle a hésité, comme cherchant ses mots, puis, en bégayant, elle a commencé à raconter. Il s'avère qu'après le dîner, Marine, un verre de vin à la main, s'est passionnée pour l'examen de vieilles photos de famille, disposées sur la cheminée. Et soudain, son regard s'est posé sur une photo, fanée, un peu jaunie, prise il y a longtemps lors d'un anniversaire. J'avais environ 11 ou 12 ans, pas plus. J'étais figée, prise au milieu d'un éclat de rire dans un immense pull bordeaux, ma main noyée dans la manche. Marine a penché la tête, a plissé les yeux, comme essayant de me distinguer à travers le voile d'incompréhension, et a prononcé les mots qui ont résonné dans le salon. C'est bien le docteur Léa Dupont, n'est-ce pas? Tante Raymonde a lentement hoché la tête, son regard s'est alourdi. Oui, c'est elle. Elle est restée avec ma voisine toute la nuit. Elle lui a sauvé la vie. Ah bon? On aurait dit que quelque chose avait teinté dans l'air. Le rire s'est arrêté, comme si quelqu'un avait brusquement éteint la lumière. Les fourchettes se sont figées à mi-chemin de la bouche. Les verres en cristal se sont arrêtés, n'ayant pas eu le temps d'émettre un son. Julien a pâli comme une toile. Le sourire de ma mère s'est transformé en un masque figé. Marine a parcouru les visages du regard, y lisant le non-dit, et a posé la question qui a coupé le souffle. Attendez. Léa, c'est bien cette sœur dont vous parlez constamment. Le silence s'est installé dans l'air, épais et collant. Et quoi qu'ils aient dit,
Quelles que soient les demi-vérités et les phrases évasives qui ont suivi, cela a suffi. Marine a rapidement ramassé ses affaires, a remercié tout le monde avec une politesse glaciale, capable de briser le verre, et est sortie. Au moment où tante Raymonde a essayé de l'arrêter, des rides se sont déjà propagées sur l'eau. Marine avait déjà commencé à écrire. Rien d'explosif pour l'instant. Juste honnête. Quelques lignes venimeuses, comme un coup de fouet, sur la façon dont les familles retouchent impitoyablement les destins pour les faire entrer dans le cadre d'histoires brillantes, où le silence est une gomme sinistre, effaçant les visages indésirables. Sur les cicatrices laissées dans les pièces, où les visages de ceux que vous avez été contraints d'oublier vous sourient sournoisement des murs. Les mots sont inutiles, la scène est d'une clarté cristalline. L'effondrement d'une façade soigneusement construite. Des amis de la famille qui lisent la vérité entre des sourires forcés. Les cercles artistiques parisiens, un nid de vipères où les murmures se propagent plus vite que le vent. La destruction lente mais certaine d'une marque bâtie sur le vernis et l'élitisme. Mais cette fois, le témoin n'est pas un membre de la famille, pas quelqu'un qui a appris dès son plus jeune âge à prendre la cruauté pour de l'amour. C'est quelqu'un d'extérieur, qui a vu en moi non pas un fardeau, mais une personne, un médecin, une sœur, simplement un être humain. Cette nuit-là, dans le silence froid de mon appartement, j'ai compris une vérité plus puissante que n'importe quelle vengeance. Parfois, la vérité la plus meurtrière est le silence que l'on laisse derrière soi. Le lendemain de Noël, le barrage a cédé. Le désespoir, tel un gaz toxique, s'est infiltré dans les fissures polies. Dans la boîte aux lettres, une lettre portant un titre cynique, « Relançons tout ». La lettre était sèche, comme un rapport d'entreprise, édulcorée et vide de sens. Les signatures en bas étaient alignées, mère, père et Julien. Comme si cette unité ostentatoire pouvait masquer des décennies de fissures. Aucun remords sincère, seulement des phrases vagues sur les émotions fortes, le stress des fêtes et la valeur de la famille. En plongeant mon regard au milieu de cette coquille verbale, j'ai trouvé la véritable requête, voilée, mais d'autant plus cynique. On me proposait de contacter Marine, de clarifier la situation, d'aplanir les angles. Non pas parce qu'ils me manquaient. Non pas parce qu'ils avaient enfin pris conscience de leur culpabilité. Mais parce que la carrière de leur précieux Julien dans le monde de l'art était menacée. Il ne s'agit pas de moi. Il ne s'est jamais agi de moi. Je ne suis qu'un obstacle gênant, une cicatrice laissée par ma disparition. Un miroir dans lequel ils ont enfin vu leur propre reflet, et il ne leur a pas plu. Ils n'ont pas appelé parce qu'ils étaient nostalgiques. Ils ont simplement compris que le prix de mon oubli était devenu exorbitant. Je suis restée silencieuse. Cette nuit-là, alors que le vent de neige hurlait dehors, le téléphone a vibré à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas la famille qui appelait. C'était l'administrateur de l'hôpital, David Reynolds. Un homme que je n'avais vu qu'une seule fois, lors d'une soirée de bienfaisance. Un regard amical, une poignée de main ferme. Sa voix était hésitante. « Léa » commença-t-il, et sa voix était tendue. « Tu sais, il y a un truc. Ton père m'a appelé. » Il s'éclaircit la gorge, comme si un nœud l'empêchait de parler. Il a dit qu'il s'inquiétait pour ton état émotionnel. Que tu en avais peut-être pris trop sur toi ces derniers temps, et que tu aurais besoin de te reposer un peu. À l'intérieur de moi, tout s'est refroidi. Pas seulement refroidi, mais transformé en glace acérée et piquante. La sollicitude transformée en arme. Mon père, celui qui se moquait autrefois de mon excès de sérieux, utilisait maintenant ce trait contre moi, me faisant passer pour une folle. Et pas parce qu'il y croyait, mais parce qu'il pensait que cela me ferait taire, me ferait peur, me soumettrait. Pas cette fois. David a tout de suite compris ce qu'il en était, et n'a pas hésité à le dire. Mais le fond était clair, il ne cherchait pas la paix. Il cherchait un moyen de me faire pression. Et ils n'y sont pas parvenus. L'étape suivante a été une campagne soigneusement planifiée pour salir ma réputation. Des messages de groupe avec des sous-entendus, des chuchotements discrets avec les cousines et les arrière-tantes. Léa traverse une période difficile. Elle s'est éloignée de tout le monde. Elle est juste surmenée. Pas un mot sur Noël. Pas un mot sur leur exclusion. L'inquiétude transformée en outil de contrôle. Un message inattendu d'un cousin avec lequel nous n'avions pas échangé un mot depuis la malheureuse exposition de Julien. « Chérie, si tu as envie d'une retraite de yoga, j'ai un code de réduction. » Astérisque surmené astérisque, et non pas éveillé, c'est ce que je ressentais. Chaque manipulation affûtée, chaque trahison enveloppée d'une sollicitude hypocrite, ne faisait qu'amplifier ma clarté. Ils ne me protégeaient pas, mais protégeaient leur histoire soigneusement construite. Dans leur version, Julien est un être doué, aimé de tous, et moi, une petite souris grise et silencieuse, qui ne cause jamais de problème.
Mais je ne vais plus aplanir les angles pour leur confort. La neige continuait de tomber dehors, effaçant lentement les traces de chaque pas que j'avais fait pour être plus petite, plus commode pour eux. Et pour la première fois, je n'ai ressenti aucune envie de réparer quoi que ce soit. De me défendre. De défendre la vérité. Mais tout ne s'est pas arrêté là. Avec des gens comme eux, ça ne s'arrête jamais. Avec ceux qui sont sûrs d'avoir le droit à ton silence. Le coup suivant est arrivé, enveloppé de douceur, la voix de ma mère derrière la porte. Un dimanche tranquille, mi-janvier. Le froid, celui qui vous transperce jusqu'aux os, s'accrochait aux fenêtres, comme s'il y soufflait son souffle glacé. J'étais plongée dans des notes sur les patients, mon bureau était noyé sous les papiers. Une tasse de thé oubliée refroidissait à côté. Soudain, le silence fut rompu par un coup discret et insistant. Je me suis figée, écoutant les battements de mon cœur s'accélérer. Une profonde inspiration. Me levant, je me suis prudemment approchée de la porte et j'ai regardé par le judas. Ils étaient là. Ma mère, mon père et Julien, emmitouflés dans des manteaux d'hiver. Sur leurs visages, des sourires crispés et forcés, une piètre tentative de masquer leur désespoir sous un vernis de réconciliation. Je n'ai pas ouvert la porte. Pas maintenant. Pas de peur, seulement une tristesse détachée, lancinante. Celle qui vous envahit lorsque vous comprenez que le navire de sauvetage sur lequel vous fondiez tant d'espoir n'est qu'un mirage trompeur à l'horizon. Entr'ouvrant la porte d'1 centimètre à peine, j'ai laissé passer une bise glaciale qui a instantanément transpercé ma peau, mais je ne leur ai pas donné la chance d'entrer. Mère a pris la parole la première. Sa voix, habituellement si autoritaire, était douce, presque mielleuse, empreinte d'une tendresse maternelle feinte. Elle serrait plus fort son sac à main, comme s'il contenait toutes les réponses et toutes les excuses. Nous voulons juste parler, a-t-elle dit, évitant mon regard. J'étais immobile, sans une once de sourire, sans une once d'attendrissement. À cet instant, la vérité s'est révélée à moi dans toute sa laideur. Il n'était pas venu pour moi, la femme que je suis aujourd'hui, mais pour le fantôme du passé. Cette jeune fille naïve qui croyait désespérément pouvoir mériter leur amour. Celle qui s'était impitoyablement rabotée, comme une robe trop petite, pour se conformer à leurs attentes étriquées. Mais cette jeune fille avait disparu, dissoute dans le passé. Le silence entre nous grandissait, fragile mais assourdissant. J'ai remarqué la mâchoire crispée de mon père, l'étincelle d'irritation qui a traversé son regard. Julien se trémoussait nerveusement, comme si ses baskets pouvaient l'emporter en un instant loin de ce perron maudit. Ils étaient mal à l'aise, démasqués. Finalement, après un long silence, j'ai prononcé le seul mot qui comptait. Non. Pas de long discours, pas de piètre justification, pas de pont construit à partir des débris de mon âme. Juste non. Le visage de ma mère s'est craquelé. On y lisait l'incompréhension, l'incrédulité, comme si elle ne pouvait pas concevoir que l'échafaudage sur lequel elle s'était appuyée pendant des décennies s'effondre de mon propre chef. J'ai refermé la porte doucement. Pas claqué, pas défié, mais simplement délimité. J'aimais ça d'une main ferme. Des voix étouffées me parvenaient de l'extérieur, tantôt s'élevant en supplication, tantôt s'effondrant, emplies de la déception et de l'âpreté de ceux qui n'ont pas l'habitude d'entendre non. Mais je me suis coupé d'eux. De retour à mon bureau, je me suis laissé tomber sur ma chaise et j'ai empoigné ma tasse de thé refroidi. Le silence m'a enveloppé comme un linceul sacré. À côté, sur l'étagère, se trouvait une lettre de Marine encadrée. L'encre avait légèrement bavé, mais chaque lettre était tracée avec tant d'amour et de soin que mon cœur se serrait. Je la regardais et, pour la première fois, j'ai ressenti une sensation d'apesanteur. Des années ont défilé dans ma tête, des années passées à me façonner en fille idéale, digne de leurs applaudissements. J'ai absorbé leur culpabilité, leur silence, leur négligence, transformant tout cela en carburant pour continuer à essayer. Mais je n'étais pas destinée à être un miroir reflétant leur fierté, ni une éponge absorbant leur déception. Il y avait quelque chose de plus en moi. Et, peut-être, enfin, cela suffisait. Ils n'ont pas abandonné tout de suite. J'ai entendu des bruits de pas traînants, des marmonnements indistincts, le désespoir qui flottait dans l'air. Puis, un autre coup, tout doux, comme une timide tentative de retour. Léa, je t'en prie, ouvre. Nous voulons juste parler. La voix derrière la porte était insistante, mais je suis restée immobile. Mon regard, comme aimanté, s'est fixé sur le cadre de la lettre de Marine, mon encre personnelle dans une mer d'émotions déchaînées. Le thé était froid depuis longtemps, amer, mais cette amertume me semblait étrangement appropriée. J'ai laissé les coups insistants marteler la porte jusqu'à ce qu'ils s'éteignent enfin, remplacés par un silence pesant. Mais cette fois, ce n'était pas un silence vide, oppressant, mais un silence empli de conscience. Pour la première fois, j'ai compris,
le pardon n'est pas toujours une ouverture de porte chaleureuse. Parfois, c'est un choix conscient de la maintenir fermée. C'est se tenir inébranlable pendant que ceux-là même qui vous ont brisé tentent vainement de forcer la frontière que vous avez si difficilement érigée. Un mur construit non pas de rancéure et de ressentiment, mais d'un amour-propre fragile, mais si nécessaire. Les minutes s'étiraient, douloureusement lentes, peut-être plus. Puis, il y a eu le bruit léger de pas qui s'éloignent, le claquement étouffé des portières de voiture, le grondement hésitant du moteur. Ils sont partis. Non convaincus. Simplement rejetés. Me levant, je me suis approché lentement de la fenêtre et, écartant légèrement le rideau, j'ai vu les feux rouges de leur voiture se dissoudre dans le voile neigeux de la rue. Pas de tremblement dans le corps, pas de désir convulsif de saisir le téléphone. Il n'y avait plus ce besoin épuisant de réparer ce qu'ils avaient détruit par leurs années de silence. Un vrai calme. Profond, total, s'est enfin installé dans ma poitrine. Plus besoin de supplier pour une place à une table qui n'a jamais été destinée à moi. Je me détourne de la fenêtre, sentant que mon appartement est devenu plus chaud. Pas plus bruyant, pas plus lumineux, non. Juste à moi. Ma forteresse. Le sapin de Noël, toujours dressé dans un coin, scintillait silencieusement de ses lumières éteintes. Les décorations, épargnées par le temps, ne semblaient plus être de tristes reproches. Les cadeaux emballés au pied du sapin ont cessé d'être des symboles de rejet. Désormais, ce sont des rappels. Des rappels que j'ai essayés. Que j'ai aimés. Que j'ai donné le meilleur de moi-même, avec un cœur ouvert et une âme à vif. Simplement, ils n'ont pas pu le voir. Je me prépare une autre tasse de thé, cette fois-ci brûlante. J'apprécie la façon dont la vapeur monte autour de mon visage, réchauffant mes joues glacées. Je me blottis davantage dans ma couverture douce et retourne à mon bureau. La lettre de Marine, posée sur la table, attire mon regard comme un aimant, baignant dans les rayons du soleil de l'après-midi. « Tu as changé la donne », écrit-elle. « Tu n'as pas abandonné. Tu lui as fait sentir qu'elle comptait. » Mes doigts se dirigent involontairement vers le cadre photo posé à côté. En bois, un peu brut, mais si solide et fiable. Le verre froid glisse agréablement sous ma peau, procurant une sensation de calme et de sérénité. La vérité est simple et inébranlable. Même lorsque les proches ne remarquent pas ta valeur, il y aura quelqu'un pour la voir, honnête et attentif. Je me suis souvenu des années passées à essayer d'être commode, à me conformer aux attentes des autres. Et soudain, j'ai réalisé, je n'ai jamais été destinée à être moins que ce que je suis. Ni pour eux, ni pour qui que ce soit d'autre. Fermer la porte derrière eux n'est pas de la cruauté, mais une prise de conscience. Ils ne venaient pas par amour, mais par besoin de dominer, désirant voir cette version de moi, silencieuse et soumise, qui n'existe plus. Mais cette fille n'est plus là. Maintenant, il y a une femme qui connaît la vérité. L'amour n'exige pas le silence, les sacrifices et ne demande jamais de se briser pour que quelqu'un d'autre reste entier. Je me suis adossée à mon fauteuil, j'ai pris une gorgée de thé et j'ai regardé la neige tomber. Douce, silencieuse, purificatrice. Et j'ai compris, cette fois, je me suis sauvée moi-même. Peut-être pour la première fois de ma vie, je suis libre. Les jours s'écoulaient lentement, doucement, comme de profonds soupirs après une tempête. Le silence ne me semblait plus de la solitude, mais de la paix. Il se ressentait comme un océan sans limite, dans lequel on ne m'avait jamais permis d'entrer auparavant. Je me suis plongée à corps perdu dans mon travail. Je parcourais à nouveau les services, je veillais au chevet des malades. Je partageais le silence avec ceux que leurs proches visitaient avec des bouquets et des cartes, et avec ceux dont les chambres restaient silencieuses, seul le bourdonnement des appareils troublait le calme, et ma présence était le seul signe de vie. J'écoutais leurs histoires, je restais à leur côté quand c'était nécessaire. Je faisais un travail sans éclat ni gloire éphémère, indigne des magazines sur papier glacé, mais qui soutenait des vies fragiles. Un jour, comme un rayon de soleil perçant les nuages, un petit colis est arrivé. Pas d'adresse de retour, juste mon nom, écrit à la main sur du papier craft épais d'une écriture élégante, légèrement inclinée. Le cœur battant, je l'ai ouvert. À l'intérieur, il y avait du papier à lettres épais couleur crème, dont les bords étaient légèrement tachés d'encre. C'était une lettre de Marine. Elle écrivait au sujet de sa grand-mère, de la façon dont elle, malgré les années, suivait encore des cours de yoga 2 fois par semaine et se rendait chaque samedi matin au marché fermier pour acheter des produits.